On enregistre le 1er septembre 2022, le premier épisode de la saison 9 des Technos, avec ces deux petits camarades-là, cette fois-ci, pour bien démarrer la saison. On a d'un côté un des Sébastien, puisque nous en avons plusieurs, et puis de l'autre, notre seul et unique David aujourd'hui. Bonjour David. Salut. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé un bel été ? On a passé un bel été au chaud, trop chaud même. Je suis content de revenir dans le nord où il fait un peu plus frais. Voilà, donc ça c'est un petit peu tout le monde à mon avis. Hein. C'est de notre côté, pour ce qui est de notre ami David, je rappelle qu'il est à Bangkok. Le chaud, ça va. C'était pas plus chaud cette année que les années précédentes, si je dis pas de bêtises. Comme d'habitude. Comme d'habitude, chaud, humide, voilà. On va pas s'embêter avec ça, évidemment. Bonne rentrée à toutes et à tous, évidemment. On garde les bonnes habitudes. Notre abécédaire, vous le savez, construit autour des trouvailles de nos camarades, puisque c'est aussi en même temps une petite revue de presse, on va dire ça comme ça, puisque évidemment ces informations, on ne les invente pas, on ne va pas les chercher nous-mêmes, on se base sur ce qu'on trouve dans une presse technologique qu'on considère, c'est de notre avis, comme étant des références. De temps en temps, on peut se tromper, voilà, mais la plupart du temps, on se trompe pas et on a raison de faire confiance dans ces sites d'information et autres d'ailleurs, puisqu'on s'intéresse aussi à ce que vous nous rapportez sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook ou ce que vous voulez d'ailleurs, ou que vous nous envoyez par mail ou en commentaire de nos épisodes, etc. Il y aura un bonus, comme à chaque fois d'ailleurs, c'était déjà le cas la saison dernière, il y aura encore un bonus, parce qu'on aura certainement encore des choses à raconter après un peu moins de 60 minutes d'épisode, puisqu'on s'est fixé cette limite de 60 minutes par épisode et de 15 minutes par bonus. Et si vous voulez bien, du coup, puisque tout est prêt, la conduite est calée, les sujets sont là. J'ai pas beaucoup exploré vos sujets les garçons, hein, donc ça va être un peu une surprise pour moi aussi. Je serai le premier candide des auditeurs sur vos news, mais on va pas traîner, on va y aller. Avec la lettre A comme arnaque. C'est, je sais pas qui s'y colle pour commencer, je pense que c'est David. A comme arnaque, ah oui, ces fameux disques SSD, bon marché que l'on voit ça et là dans des publicités ou autres annonces sur les réseaux sociaux. Tu vas nous en parler, David. Oui, je suis tombé sur cet article-là qui parlait d'une entre guillemets nouvelle arnaque. Ce genre d'arnaque n'est pas nouvelle du tout, mais ça m'a fort interpellé parce que je m'étais posé la question récemment. Pourquoi les grands sites de vente, que ce soit Amazon, que ce soit n'importe quel site, les sites chinois évidemment, mais bon, Amazon est quand même un site qui est censé être plus sérieux. Comment est-ce qu'ils laissent mettre en avant des arnaques pures et dures. Et donc ici, on parle d'un SSD de 30 terabytes pour $39 proposé par Walmart, donc aux États-Unis. Mais ce genre d'arnaque, ne vous inquiétez pas, elles sont disponibles en Europe, elles sont là pour tout le monde. 30 terabytes, il faut savoir que les SSD de plus grosse taille qu'on trouve pour l'instant, c'est à peu près 8 terabytes. Pour un prix très très cher. Pour donner une idée, 30 terabytes de SSD, ça représente $4,000 américains. Bon, maintenant, comme le dollar est à la parité avec l'euro, des dollars, c'est des euros. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. On n'a pas du stockage à 100 fois moins cher que normal. Alors ici, l'arnaque, c'est comme c'est souvent le cas. C'était le cas d'ailleurs avec des cartes micro SD, des cartes de mémoire qui étaient bon marché. Et en fait, ce sont c'est des stockages réels, mais dont la capacité a été truquée. Et donc, en réalité, il y a beaucoup moins d'espace que ce qui est proposé. Et mais Windows n'importe quel système d'exploitation va dire oui, c'est bien cette taille-là, mais quand on commence à écrire dessus, ça écrit, il y a pas de problème, tout est ok, mais quand on essaye de relire ces fichiers, une fois qu'on a dépassé la taille de stockage réelle, ça écrit des zéros, ça n'écrit plus rien, et donc quand on essaie de lire les fichiers, il y a rien qui est là. Alors ici, la personne
personne qui a écrit l'article, donc a récupéré un de ces boîtiers, l'a ouvert, et à l'intérieur c'était un circuit PCB avec 2 cartes micro SD de 500 mégabytes chacune. Donc 500 mégabytes, on ne trouve plus ça dans le commerce, donc c'est des cartes qu'ils ont dû trouver chez des antiquaires. C'était sur un port USB 2.0, donc contrairement à du 3.1 comme annoncé. Et donc on avait 1 giga au lieu de 30 terabytes, c'est-à-dire 30 000 fois moins que ce qui était annoncé. Bon, j'ai vu beaucoup d'arnaques dans le genre. En général, ils sont un petit peu moins vaches que ça. Pour dire, ils proposent un disque de 10 terabytes, mais en réalité, à l'intérieur, c'est 1 terabyte ou quelque chose comme ça. Ce qui se passe, c'est que la personne qui le reçoit l'installe sur son ordinateur, copie des fichiers. Comme la vitesse est ralentie, 1 giga de fichier quand c'est à 20 mégas à la seconde, qui est la vitesse de l'USB 2, pratique en tant que stockage externe, il va pas attendre 20 minutes pour copier tout un fichier. Oui. Donc il copie 2-3 fichiers, il les lit, ça fonctionne, il est content. Et ce n'est que plusieurs mois après, quand il a copié toutes ses photos dessus et qu'il veut les revoir, qu'il se rend compte qu'il s'est fait berner. Et je trouvais que ça valait la peine d'en parler parce que c'est très facile de se faire avoir, c'est très facile parce que justement des grands sites comme Amazon, et j'en ai fait l'expérience il y a quelques mois, j'étais en Belgique, je cherchais un disque et je voyais des SSD de taille faramineuse à 2 fois rien comme prix. Je me dis, comment est-ce qu'on peut laisser faire ça? Ouais. Voilà, oui, c'est interpellant. Sébastien, moi, ce que je trouve interpellant, c'est qu'il y a des gens qui marchent à l'idée d'acheter un disque dur SSD de 30 terabytes. Je veux dire, on s'adresse déjà à 30 euros. À 30, oui, au-delà du prix. On s'adresse déjà à un public un peu, je veux dire, qui a peu de compétences techniques, peu de connaissances également de ce qui existe sur le marché, et qui ne s'y intéresse peut-être pas nécessairement de très très près, mais c'est un public un peu docile, quoi. Un peu, on a perdu le signal. La caméra de Sébastien s'est éteinte. Voilà, on a ce qu'on appelle une mire de bar, comme ça. Vous le verrez si vous avez l'image. Ça n'empêche pas Sébastien d'être audible, par contre. Enfin, donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, effectivement, que je trouve interpellant, c'est des plateformes qui ont, on va dire, pignon sur rue et dont on peut espérer avoir tout de même un peu confiance. Finalement, se laisse berner aussi, d'une manière ou d'une autre, en mettant en avant ce type de produit. Sébastien, vous voulez rajouter un truc ? Oui, je lisais que dans un des articles que j'avais lu à ce sujet-là, qui modifiait le firmware qui est dans l'appareil pour que le firmware rapporte la taille vendue, donc les 30 terabytes. C'est comme ça que Windows ou Linux pense qu'il y a 30 terabytes. Au sujet des vendeurs en ligne. En particulier sur Amazon, regardez toujours qui vend l'article. Amazon, c'est une marketplace, c'est pas Amazon qui vend. Donc, regardez quand c'est le vendeur, regardez la réputation de ce vendeur, regardez le nom, si c'est un nom inconnu en Chine. Si le prix est trop beau, ça doit être des signaux d'alerte. Et je suppose qu'Amazon est noyé sous les offres et que même une vérification automatique par machine ne suffit pas. Il faut quelqu'un qui passe manuellement après pour enlever ces offres sur la marketplace et que ça peut prendre un peu de temps. Gaffe, il faut faire attention aussi. Vas-y. Oui, c'est qu'il paye des gens pour faire des commentaires positifs, et donc on se retrouve avec des nouveaux vendeurs qui ont une quantité phénoménale de commentaires positifs dont le texte est parfois inintelligible. Ouais. Donc ça, il faut s'en méfier très fort. Et alors, évidemment, on va dire oui, on peut se faire rembourser, mais le problème, c'est que sur 100 personnes qui se font arnaquer, combien vont aller faire l'effort de renvoyer le disque pour se faire rembourser pour $30 ou $40. Donc il y a beaucoup de gens qui vont ne pas chercher à se faire rembourser. Voilà. Et sans compter qu'en plus de ça, il y a parfois des stockages comme ça qui sont fournis avec des virus, des ransomware. Oui. Ça pose aussi un souci de sécurité. T'as raison de le dire. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu, mais ne branchez pas n'importe quelle clé USB sur votre ordinateur. Et ça fait partie des n'importe quoi, en gros. Hein. Donc, on rentre dans la même logique. Bref, croisez les informations quand vous voyez des offres trop alléchantes. Renseignez-vous, et pas uniquement via les commentaires, comme tu le disais, David, puisque même là, on peut se faire tromper. Donc, chercher la marque sur une autre plateforme.
plateformes, cherchez le prix, et peut-être que vous tomberez sur un podcast comme les technos qui vous diront non, ça n'existe pas, c'est trop beau, n'achetez pas ça. Voilà, c'est le message qu'on voulait vous envoyer pour bien démarrer la saison. Ça met en confiance. On peut dire que là, on est totalement en confiance. Fini avec ce sujet. On passe à la lettre C, comme Cloud Act. Sébastien, de quoi s'agit-il ? Alors, je vous fais un sujet lourd et deux ou trois sujets plus légers aujourd'hui, et j'ai choisi de commencer avec le sujet lourd, comme c'est pas moi qui commençais, que c'était David, comme ça, on continue pas les mêmes traditions. Le Cloud Act, c'est une loi américaine qui est appelée une loi d'extraterritorialité, c'est pas facile à prononcer, qui permet à la justice américaine de saisir des données d'entreprises non américaines pour autant qu'elles utilisent des technologies américaines. Donc en gros, vous êtes une société européenne, vous utilisez des serveurs cloud par exemple d'un fournisseur américain. En théorie, la justice américaine pourrait faire une demande pour aller saisir vos données. Et la réponse des Européens au Cloud Act, c'est de dire on va créer des offres natives en Europe qui n'utilisent pas de compagnies américaines, et comme ça on va s'isoler juridiquement de cette loi d'extraterritorialité. Pas facile à dire, je le répète, américaine. Il se trouve que le ministre de la Justice en Hollande a commandé une étude juridique auprès d'un cabinet de droit pour vérifier à quel point une offre pure européenne pourrait se protéger du Cloud Act. Et la réponse c'est, ça protège pas. Parce que tôt ou tard, vous aurez du matériel américain, du logiciel américain, des clients américains. Évidemment, si vous avez une filiale aux États-Unis, ou encore pire, une maison mère aux États-Unis, là, la loi s'applique à vous. Mais le simple fait d'utiliser du matériel américain, un routeur Cisco par exemple, un serveur, un logiciel, ou avoir des employés de nationalité américaine dans votre entreprise, expose votre entreprise au Cloud Act. Alors je vous ai mis deux liens. Je vous ai mis le lien de l'article de La Tribune, le magazine de français. Il est derrière un paywall, malheureusement vous ne pourrez pas le lire si vous n'êtes pas abonné. Mais je vous ai mis aussi le rapport de 15 pages que le ministère de la Justice hollandais a rendu. Je me suis coltiné le rapport et les 15 pages. C'est pas un rapport technique, c'est un rapport juridique. C'est pour ça que je dis coltiné. Ça m'a pris un petit temps cet après-midi pour lire tout ça. Mais globalement, ça veut dire que les offres dites cloud de confiance qui sont en train d'être construites en Europe par Microsoft, par Google et d'autres, ne seraient pas aussi de confiance que ce qui n'y paraît. Et donc, qu'est-ce que vous devez penser de ça ? Si vous avez des données à protéger, chiffrez-les, toujours, et gardez la clé en dehors du cloud. C'est la conclusion également du rapport en question. Ceci dit, j'ai voulu creuser un tout petit peu plus. Vas-y, t'as une question peut-être ? Allons-y. Non, mais ça me fait penser, c'est un peu le même discours qu'on tenait quand on disait de ne pas envoyer son mot de passe par mail. Tu vois, ça me paraît tellement logique d'éviter de partager ou d'héberger entre guillemets des données sensibles chez des gens qu'on finalement connaît peu, quoi. Voilà. C'est juste. Quand on dit des gens qu'on connaît peu, ça peut être Microsoft, Google ou Amazon. C'est pas des inconnus non plus. Ce sont les leaders sur ce marché-là. Oui. Mais il y a beaucoup aussi de bruit et de choses qui sont mal comprises au sujet du Cloud Act. Et une d'elles, c'est de dire oui, quand le gouvernement américain a envie, il peut simplement demander à Google ou Amazon d'aller chercher vos données. Le rapport explique bien que c'est uniquement des ordres de justice. Donc il faut qu'il y ait un juge qui fasse une demande. C'est dans des contextes criminels ou terroristes. Donc le nombre d'infractions suspectées est extrêmement réduit. C'est pas pour un excès de vitesse ou une fraude fiscale qu'on va aller chercher des données non plus. Et les entreprises concernées disent toutes qu'elles combattent, donc elles ont une équipe de juristes qui va répondre au nom de leurs clients et essayer de trouver l'opposition légale pour ne pas donner accès aux données. Donc c'est uniquement la justice américaine et certainement pas un fonctionnaire dans un bureau qui va dire tiens, demain je voudrais les données de Monsieur Marc qui sont stockées sur Google Cloud. Je l'espérais aussi, mais ce sont des règles qui peuvent changer, comme tu le sais. Les pouvoirs dans les pays changent également. Donc, on n'est jamais très sûr qu'à un moment ou à un autre, enfin, s'il y a moyen de s'en prémunir à un certain degré, autant le faire. Je veux dire, c'est pas totalement inutile. Donc, voilà, moi, je suis assez sensible sur les données pour l'instant. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu crispé sur ce. Donc, il faut quand même faire attention, quoi. Voilà, ce que je veux dire, même quand on se dit. Mais
Enfin, j'ai pas d'avis voilà, tant qu'à faire. Ça ne concerne que les clouds américains, donc. Oui, a priori. Le Cloud Act, ça concerne toute entreprise dans le monde qui utilise d'une façon ou d'une autre une technologie américaine ou des employés américains. Oui. Oui, berger aux États-Unis. Donc, s'il y avait un cloud européen, il n'aurait peut-être pas le droit de demander l'exposition des données d'une société européenne. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont le quasi-monopole du cloud. Ça, c'est le souci. Pas faux. Non, oui et non. C'est justement ça ce que ce rapport indique, c'est que même les clouds dits de confiance européens utilisent des technologies américaines ou ont des liens commerciaux avec les États-Unis et donc sont juridiquement dans la cible du Cloud Act également. Et c'est ça qui fait peur dans ce rapport, c'est que même une société européenne, à moins d'être 100% européen, y compris sur les technologies qu'elles utilisent, et s'il te plaît, donne-moi des OS européens, des serveurs européens, des routeurs européens, des switches européens, des opérateurs, j'en connais pas. Il n'y a pas moyen aujourd'hui de créer une société entièrement basée sur des technologies européennes. Pour préparer ce sujet, j'ai été un coup plus loin parce que Google, Microsoft et Amazon publient les demandes qu'ils reçoivent du gouvernement américain. Et donc j'ai été chercher ceux d'Amazon parce que je sais où je peux aller les chercher. Et le dernier rapport, c'est de janvier à juin cette année. Donc c'est très récent. C'est ce qu'on appelle les Information Request Report. Et donc ce sont les demandes de divulgation de données faites à Amazon. Il y en a eu 26 972 sur les 6 premiers mois. Et là-dedans, il y en a que 11% qui viennent des États-Unis. C'est ça qui est assez amusant. Je parle d'Amazon, je parle pas d'AWS le cloud. Je parle Amazon, la marketplace, les Kindle, les Fire TV, des choses comme ça. Le plus grand demandeur, c'est l'Allemagne, avec 48% des requêtes. Donc on dit toujours, les méchants américains, le Cloud Act, etc. C'est que 11% des requêtes faites sur Amazon. Il y a l'Inde, il y a l'Italie, il y a le Royaume-Uni, il y a la France, la Turquie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Si on regarde plus spécifiquement sur le cloud, puisque c'est ça, l'hébergement des données, c'est de ça qu'on parle, là c'est à peu près la moitié des États-Unis, mais il y a aussi la France, l'Allemagne, l'Inde, etc., etc. Et puis si on regarde quel type de données, Amazon fait un breakdown entre les données dites, les métadonnées, le fait d'avoir un compte, le fait d'avoir acheté quelque chose, mais pas nécessairement les données, le fichier que tu stockes dans le cloud Amazon. L'énorme majorité, 98%, c'est du non-content, donc c'est simplement tes adresses IP, est-ce que vous confirmez que cette adresse IP-là est à cette personne-là? Oui. Et il y a que 23 requêtes sur la première partie de l'année qui ont été faites pour du contenu. Et puis tout en bas du rapport, on voit une petite phrase. Combien de requêtes ont été faites par le gouvernement américain qui visent des entreprises non américaines? 0. Donc pour le moment, comme tu le dis Marc, ça peut changer, mais pour le moment, c'est le premier mois de l'année. Mais donc ça veut dire qu'on fait énormément de bruit pour un risque potentiel, certes, mais qui en termes de chiffres est extrêmement bas. Je me méfie toujours, tu sais, des changements de régime, tu vois, ou de doctrine. Oui, bien sûr. Ou de doctrine. On a vu ça dans d'autres domaines récemment. Donc voilà, il faut toujours être un tout petit peu méfiant et peut-être avoir derrière sa tête, une idée derrière la tête, de dire, voilà, s'il se passe quelque chose, j'ai un contournement possible, et il faut s'armer contre un plan B. Il faut quand même prévoir des plans B. Et le chiffrement est votre meilleur ami. Et voilà, exactement. Donc c'est un peu la conclusion de ce sujet. On passe à la lettre G, comme Google, David. On va parler de téléphone pliable avec caméra dans le cadre. C'est très précis. Il y a des brevets qui annoncent la sortie prochaine de ce type d'appareil. Voilà, donc c'est un brevet qui a été déposé par Google pour une caméra qui se situe dans le cadre du téléphone pliable. Alors là, on va se demander pourquoi faire un brevet comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça apporte? Par contre, ce qui était intéressant dans la nouvelle, c'est que dans le détail du brevet, ils ont donné beaucoup d'informations sur leur nouveau Pixel Notepad pliable qui va sortir. Et donc, l'intérêt n'est pas vraiment le brevet en lui-même, c'est d'avoir des informations sur le nouvel appareil. Et donc, comme on s'en doutait déjà un petit peu, donc ça va être un appareil qui va être similaire au Galaxy Fold.
avec un cadre et des charnières qui ressemblent très fortement au Microsoft Surface Duo, à l'exception que ici c'est un écran pliable et pas deux écrans séparés. Et donc voilà, donc c'est une petite nouvelle un peu plus légère, comme quoi en regardant les brevets, ils vendent parfois ils divulguent leurs secrets commerciaux et annoncent les produits à venir. Les gens sont aussi de plus en plus à l'affût d'informations, et j'ai remarqué ça, c'est qu'on fait des fois feu de tout bois, des fois on peut aller à l'excès aussi, il faut le reconnaître, et que dès que voilà, il y a quelque chose, moi je me rappelle la première fois qu'on avait estimé la taille du prochain écran d'un iPhone, je ne sais plus quelle version c'était, 3, 4 peut-être, simplement parce que quelqu'un était tombé sur le moule d'un fabricant de protection en plastique pour les appareils, pour dire la démarche qu'il peut y avoir des fois pour arriver à trouver une information quelconque. Je pense que le premier leaks de cette histoire-là, c'était un ingénieur de chez Apple qui avait laissé traîner un smartphone dans un bar. Je me souviens de cette histoire. Ouais. On s'est toujours demandé si c'était pas un petit peu arrangé pour justement créer l'émulation autour de la sortie d'un nouvel appareil. Voilà, c'est toujours un peu amusant de voir comment les choses peuvent fuiter. J'ai mis des guillemets avec les doigts, parce que des fois ce sont des fuites vraiment organisées pour voir intentionnelles pour tester le marché aussi, pour voir comment ça réagit dans la presse, dans les commentaires, etc. Il y a des outils pour analyser ce type de comportement, et donc je pense qu'il y a aussi un peu de testing autour de ça pour voir si ça fait le buzz ou pas, et puis et du coup combien on en fait. On en fait beaucoup tout de suite directement, ou on attend un peu, voilà, c'est un peu, je pense que c'est maintenant pour le petit point intéressant, c'est que depuis déjà un certain temps, étant donné qu'on diminue la taille des cadres, mais on n'a plus l'espace pour mettre une caméra dans le cadre, et donc ça fait plusieurs années que les smartphones, la caméra avant, c'est un trou dans l'écran. Ouais. Et je trouvais ça vraiment très dérangeant au début. On s'y est tous un petit peu fait. Certains smartphones avaient une petite caméra qui en fait mécaniquement sortait du boîtier par le dessus. Mais il n'y a pas eu énormément de modèles comme ça. Si technologiquement on arrive à mettre la caméra avant dans le cadre, tout en gardant le cadre petit, et ne plus avoir ce trou très dérangeant dans l'écran, c'est un petit plus, quoi. Oui, mais en même temps, tu vois, ces encoches... Ah, on a de nouveau perdu l'image de Sébastien. Je vais revenir. Il faut payer ta note d'électricité ou mettre des piles. Je vais acheter des panneaux solaires. Oui, c'est ça. En même temps, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en même temps, ça permet aussi à certains sites d'information technologique de faire des louches sur un cran. En haut de l'écran, c'est disgracieux, etc. Ou certains podcasts qu'on connaît, technologiques, qui parlent de produits de marque à la pomme, et qui en font des louches, justement sur ce petit cran au-dessus. Peut-être d'autres débats à avoir à un moment donné sur la qualité des appareils, ou peut-être sur d'autres éléments plus importants. Voilà. Mais ceci étant dit, c'est toujours intéressant de savoir comment ça fuite et comment on y arrive, et que finalement, oui, à un moment donné, on trouvera une solution. Est-ce que ça a changé la face du monde ? Ça, je vous laisse en débattre. N'hésitez pas, si vous pensez que c'est vraiment important, de le mettre en commentaire de cet épisode. Mais si c'est vraiment important, peut-être qu'on en fera des louches, nous aussi, à un moment ou à un autre, si vous voulez. Allez, on passe à la lettre I comme IA, intelligence artificielle. Sébastien, le fisc utilise maintenant de l'intelligence artificielle, me dit-on, dans l'oreillette. Exact. Je crois qu'on va continuer de me perdre à l'image tous les quarts d'heure à peu près, parce que je vais pas pouvoir fixer ça pendant l'épisode. Donc voilà, je devrais rallumer ma caméra tous les quarts d'heure. Désolé pour ceux qui nous regardent en vidéo. Marc, je compte sur ta dextérité pour changer l'image à ce moment-là. Alors l'IA, effectivement, le fisc français utilise de l'intelligence artificielle dans le contexte du foncier pour détecter les piscines non déclarées, puisqu'en France, quand on a une piscine dans son jardin, il faut la déclarer et on paye des taxes dessus.
dessus sur sa piscine. Donc une jolie collaboration avec Google d'un côté pour fournir les images satellites, avec Capgemini, le cabinet de conseil et de développement de solutions bien connues de l'autre côté. On travaillait avec certains ministères pour faire une expérience pilote dans 9 départements pour commencer. Les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche, le Rhône, la Haute-Savoie, le Morbihan, la Maine-et-Loire et la Vendée, donc essentiellement des départements du Sud. On se demande pourquoi. Pour aller chercher les piscines non déclarées, donc croiser les données, reconnaître à partir des photos satellites les piscines et puis aller croiser les fichiers avec les fichiers de l'urbanisme pour savoir qu'il y a une piscine ou pas. Ils en ont trouvé 20 000 d'après les finances publiques, quand même pas mal. Ça fait 10 millions d'euros de recettes supplémentaires juste pour l'année 2022 pour les communes concernées. Et sur ces 10 millions d'euros, il y a à peu près 60% qui sont des arriérés, mais il y a surtout 40% qui sont nouveaux et donc eux qui seront récurrents. C'est parce qu'à partir du moment où on est déclaré, on doit payer en 2022, en 2023, etc. Donc c'est un projet qui sera rapidement rentable parce qu'il a fallu payer évidemment Capgemini pour déployer et développer la solution. Comme ça marche bien, ils décident d'étendre à l'ensemble du territoire. Bah oui, pourquoi s'en priver maintenant que ça marche. Le seul bémol, ce sont les syndicats qui craignent qu'on utilise la technologie pour réduire le nombre d'agents sur le terrain. C'est véridique. Et qu'il voilà un moyen de faire des économies plutôt que de recruter des agents dans un contexte de baisse continue des effectifs depuis plusieurs années. Fin de citation. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup amusé. Oui, bah ça c'est parce que j'ai pas de piscine et que tu n'es pas syndiqué. Je suis pas syndiqué. Ceci étant dit, je propose aussi pour faire une économie intéressante, intelligente entre guillemets, c'est de partager le cadastre de ces piscines non déclarées avec les pompiers qui seront qui seront dorénavant ou aller envoyer l'hélicoptère ou l'autopompe pour récupérer de l'eau en cas d'incendie. Par exemple. Non, mais je le dis avec une pointe de sarcasme. Non, c'est une bonne idée. Je pense que c'est quand même pas mal parce que quand on demande aux gens de ne pas remplir leur piscine, on va normalement aller regarder les gens qui ont déclaré qu'ils avaient une piscine, pas ceux qui n'en ont pas. Et donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, sans nécessairement être à l'affût. Enfin, c'est pas pour être des cripsous non plus, mais pour qu'on sache exactement ce qu'il y a sur le territoire. Ça me semble la base, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu mon opinion, mais on a perdu ton son maintenant. Quand j'étais sur les bancs de l'université, on avait un cours d'éthique informatique également, et on nous disait finalement tous ces fichiers, ces données qu'on a sur nous, c'est pas énorme, c'est pas grave, c'est une photo satellite de mon jardin là, autre chose, même mes relevés bancaires de l'autre côté. Et c'est vrai que tant que tous ces fichiers sont pris en isolation, ils sont pas très dangereux. C'est quand on commence à les croiser. Et ça, c'est le parfait exemple. Ça m'a fait penser à ce cours-là. Ouais. C'est quand on croise l'information, on va chercher l'information d'un côté là, de l'autre là. Ces deux fichiers n'ont pas été conçus pour être ensemble. Il y a quelqu'un qui a pensé à les joindre. Et c'est là que ça devient ennuyant, voire parfois dangereux pour d'autres cas d'utilisation. Oui, c'est ça. T'imagines, tu croises toutes les informations et tu tombes sur un justiciable, allons nous dire, qui a construit une piscine sans la déclarer et qui, dans son jeune passé, on va dire, je ne sais pas moi, n'avait pas sauvé quelqu'un de la noyade. Mais vous savez nager en fait puisque vous avez une piscine. Tu vois, genre de truc complètement tordu. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ceci dit, on se fait un film aussi là pour le coup. Mais ceci dit, la France n'est pas le seul. Mon épouse est d'origine d'Amérique du Sud. Elle me dit dans son pays, ils font la même chose, pas pour les piscines, mais il y a beaucoup de gens qui construisent des extensions à leur maison. Qui oublient de le déclarer pour les mêmes raisons que les piscines en France, et ils commencent à faire la même chose là-bas. Donc la France n'a pas le monopole de la technologie dans ce domaine-là. En plus, il y a Google Maps. C'est à un moment donné, tu peux aussi utiliser des outils, ce type d'outils-là, et faire un petit audit sur le terrain sans y être, aussi par le biais de ce type d'outils. Intéressant, instructif et rigolo par la même occasion, j'ai presque envie de dire. La lettre L comme LastPass, David, le code source de LastPass semble avoir été dérobé. Ça a fait un petit peu paniquer les clients de LastPass en premier plan. Rappelons-le, LastPass, c'est ce système ce wallet à mot de passe. C'est ça, je dis pas de bêtises. C'est gestionnaire de mot de passe. Ouais. Gestionnaire de mot de passe. C'est bien ça. Ouais. Oui, donc voilà, LastPass a
annoncé avoir détecté une activité inhabituelle sur leur espace développement. Et donc apparemment, il y aurait au moins un compte de développement qui aurait été compromis et des parties de code source et des informations techniques qui auraient été dérobées. Maintenant, LastPass dit qu'il faut pas s'inquiéter, qu'apparemment il n'y a pas de mal et tout le monde est à l'abri, mais il demande quand même aux gens de suivre leurs informations sur les médias sociaux, sur Twitter, sur les emails, au cas où. C'est assez inquiétant, je trouve. Parce que on a déjà eu beaucoup de soucis de sécurité avec des systèmes qui se voulaient justement pour mettre en sécurité les gens. Mmh. Donc, comme tu disais, LastPass c'est un trousseau de mots de passe. Ça veut et leur slogan c'est LastPass c'est le dernier mot de passe que vous aurez besoin parce que avec votre mot de passe vous allez protéger tous vos autres mots de passe. Et en quelque sorte, quelqu'un qui connaît le mot de passe, il a tous les autres mots de passe d'office. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est unique à eux. Google et Microsoft ont été très forts à rendre ça très facile à adopter. D'ailleurs, c'est intégré à Google Chrome, c'est intégré aux produits Microsoft. Mmh. Mais c'est une question à se poser parce que un mot de passe, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour se protéger. Et donc, il faut vraiment, pour les choses importantes ou pour les trousseaux, avoir une authentification à plusieurs facteurs. Pas uniquement 2 facteurs, on peut en avoir plus que 2. Donc pour les choses vraiment très sécurisées, on peut avoir le mot de passe, on peut avoir une vérification par SMS, on peut avoir un message envoyé par email, voire avoir des clés physiques, clés USB physiques. Donc voilà. Bon, je pense pas que ça va compromettre la sécurité du système en lui-même, parce que bon, si leur système a été bien fait, c'est comme un système open source. Le code source peut être disponible au grand public. C'est pas pour ça que ça veut dire que ce n'est pas sécurisé. Mais bon, voilà, c'est quand même inquiétant. C'est toujours un combat entre les sociétés de sécurité, les hackers et voilà, il faut faire attention. Il faut pas penser qu'on est en sécurité parce qu'on a un système centralisé. On l'a souvent dit aussi avec d'autres chroniqueurs dans ce podcast. C'est le tout est de savoir quand est-ce que ça va être ça va être craqué, cassé ou piraté. Tout est piratable entre guillemets. C'est une question de patience, de compétences, etc. On le sait bien. Mais là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose, un dossier sensible parce que combien de fois on ne l'a pas répété, même nous, en disant on vous conseille tout de même l'usage d'un bon système type OnePassword, LastPass ou autre. Ou alors vous avez une très très bonne mémoire et vous choisissez des mots de passe différents avec X caractères et des points-virgules, des machins, etc. pour chaque service que vous utilisez, ce qui est quand même très complexe, parce qu'on a de plus en plus de mots de passe, on en a trop en fait, d'une certaine manière. Et donc là, il y a un coup de canif dans le contrat qui est très très dommageable pour le discours qui tendrait à envoyer les gens vers des systèmes qui sont en plus de ça pas toujours gratuits, il faut le dire aussi. Donc voilà, c'est gênant aux entournures. Je sais pas ce qu'en pense Seb. On a perdu le son de nouveau chez Seb, manifestement. Je le mute parce que je suis un peu malade, je tousse beaucoup et c'est pour pas m'entendre tousser pendant l'épisode. D'après la communication de LastPass, il n'y a pas de mots de passe qui ont été volés. Il parle de code source, il parle de métadonnées qui ont été volées. Oui. Les mots de passe sont chiffrés de toute façon, ceux qui sont chez eux. Et la clé pour le déchiffrer est générée à partir de votre master password qui, lui, n'est stocké nulle part. Donc votre master password, avec tous ces systèmes, que ce soit LastPass ou OnePassword, votre master password sert à générer une clé de chiffrement qui, elle, permet de déchiffrer les mots de passe. Et donc cette clé de chiffrement et votre master password ne sont stockés nulle part. Donc a priori vos mots de passe sont en sécurité même s'ils sont sur LastPass et même avec ce hack là.
mais comme vous l'avez dit tous les deux, ça quand même lève un doute, ça pose un doute en tout cas pour les gens qui font confiance à ce système-là. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est quand Apple va lancer un peu plus tard dans l'année avec iOS 16 et la prochaine version de macOS, le système d'authentification sans mot de passe, basé sur FIDO, dont je crois que j'ai déjà parlé ici, et sur WebAuthn, mais dont je reparlerai à l'occasion du lancement plus tard de cette technologie, avec un bémol quand même là, puisque ça sera vraiment utile si c'est interopérable entre... Parce que si je crée mon compte avec un système Apple et que je peux pas utiliser ce compte avec un système Microsoft si je me connecte sur le même site web, ça va quand même limiter un peu l'adoption de ce genre de technologie. Mais qu'on arrête avec les mots de passe, c'est une technologie du siècle passé. Il y a des services, on en a déjà parlé, mais on peut le répéter parce que tout le monde n'écoute pas malheureusement tous nos épisodes, donc on peut le répéter. Mais il y a des systèmes sans aucun mot de passe effectivement qui fonctionnent avec l'email. Simplement, on envoie un lien de sécurité. Un lien de sécurité parce que c'est le maillon faible, entre guillemets, le seul maillon faible, parce que si vous avez perdu votre mot de passe, c'est l'email qui va servir à changer votre mot de passe et avoir une validation de ce mot de passe. Donc tant qu'à faire, autant l'utiliser d'entrée de jeu. Et donc vous renseignez votre mot de passe. Si vous avez reçu l'email, vous cliquez sur le lien, vous êtes logué, le temps de faire ce que vous avez à faire. Et quand vous quittez la page, vous êtes délogué et puis il vous faudra retaper votre mot de passe pour votre adresse mail pour y rentrer. C'est un peu fastidieux, il faut le reconnaître aussi, parce que en fonction du nombre d'adresses mail que tu as et sur quel service tu les utilises, des fois, je sais pas ouvrir mes mails sur cet ordinateur-ci, je dois aller sur un autre. Voilà, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Il n'y a pas de vraie belle bonne solution. Il y aurait que l'honnêteté des gens et des petites fleurs des licornes arc-en-ciel qui feraient des paix dans le ciel. Mais non, ça n'existe pas évidemment. Donc arrêtons de rêver tout de suite et passons à la lettre N. N comme NASA. On a beaucoup parlé de la NASA cette semaine, puisque on n'a pas envoyé. Ils ont raté surtout. Cette fusée Artemis, on était tous là sur le pas de tir en train de la regarder en disant elle va partir la fusée, et elle n'est pas partie. Elle partira samedi, c'est ça? Ou lundi? Je ne sais plus maintenant. Demain, je crois. Ouais. J'ai peut-être le 2 ou le 3, oui, c'est vendredi ou samedi. Ouais. Vendredi ou samedi, donc voilà, on aura sans doute, je suppose, l'occasion d'en reparler si ça intéresse l'un de nos chroniqueurs, puisque c'est toujours l'intérêt de nos chroniqueurs qui détermine, entre guillemets, le contenu de chaque épisode. Mais ici, Sébastien, on parle de la NASA qui répare à distance. Ça, c'est chouette, parce qu'ils pouvaient faire la même chose. J'ai choisi de ne pas vous parler d'Artemis parce qu'on a été noyé sous la presse, tout le monde en a parlé également. Et d'habitude, je parle pas d'espace, mais là, j'en ai casé 2 dans ce numéro aussi. Ça, c'est le premier. Et celui-là, il y a quand même un lien avec l'informatique, qui est plutôt mon sujet à moi. C'est que la NASA a été réparer une sonde, et pas n'importe quelle sonde, la sonde Voyager 1, qui a été lancée dans les années 70, en 77 exactement, et qui est en dehors du système solaire. Alors là, bravo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Depuis le mois de mai à peu près, ils avaient remarqué que des données de télémétrie envoyées par la sonde étaient incorrectes. Et ils ne savaient pas pourquoi ces données étaient incorrectes, alors que tout le reste fonctionnait correctement. C'est juste les données de télémétrie qui étaient incorrectes. Et ils ont trouvé que la sonde, tout d'un coup, a envoyé ces données de télémétrie à travers un ordinateur de bord qui est hors fonction, en tout cas qui n'est plus censé être utilisé depuis plusieurs années. Et on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, au moment où on parle, on ne sait pas pourquoi la sonde a commencé à utiliser cet ordinateur-là, qu'elle ne devrait pas utiliser, plutôt que celui qu'elle utilisait avant. Elle a changé, il y a un truc qui a changé. Elle a décidé d'utiliser le vieil ordinateur qui est décommissionné depuis presque 10 ans. Et il se trouve que cet ordinateur, bien que décommissionné, il fonctionne encore, mais pas parfaitement. Donc il change les données pendant que la sonde les transmet, et donc ça résulte dans des données incorrectes. Donc, l'ordinateur fonctionne. Pas comme mon appareil photo. L'ordinateur fonctionne, mais envoyait des données corrompues. Et donc, non seulement ils ont réussi à comprendre ça à distance, mais en plus, ils ont réussi à reprogrammer le système pour que la sonde envoie les données à travers le bon ordinateur. Tout ça se passe, je répète, en dehors de notre système solaire, sur une sonde envoyée il y a 25 ans dans l'espace. Et donc, j'ai cherché des détails plus techniques de comment ils ont fait, parce que juste le temps de communication avec cette sonde, ça doit être assez intéressant. On envoie une commande, on reçoit la réponse quand? Probablement plusieurs heures après, dans le meilleur des cas, si pas plusieurs jours après, j'ai pas fait le calcul. Voilà, ça, waouh, simplement waouh. Simple correction, Sébastien, c'est bien plus que 25 ans. Hein. 77, 35 ans, pardon. Non, 45 ans. 45. 45. Non, 45. 77, ça fait 45 ans. Donc voilà, tout ça, ça ne nous rajeunit pas, mais tout ça pour être précis. Pour moi, 77, c'est hier. Oui, pour moi aussi, mais pense à ceux qui n'étaient pas nés
cette année-là. 45 ans. Mon Dieu. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, il faut encore savoir comment c'était écrit en quoi ça, dans les années 70. Oui. Comment fonctionnaient déjà ces ordinateurs, puisqu'il y en avait manifestement plusieurs, comment fonctionnaient-ils? C'est quand même, ça c'est passionnant, quoi. Voilà, on fait des trucs, on faisait quand même des trucs, oui. J'écoute. C'est ce que je trouve exceptionnel, moi, c'est étant dans l'informatique, on a déjà parfois très difficile à suivre une technologie qui date d'il y a 5 ou 10 ans, mais ici on parle de 2 générations. On parle de 2 générations de programmeurs en dessous qui sont capables d'utiliser une technologie antique avec probablement de la documentation qui a disparu, les appareils annexes qui ont été décommissionnés depuis des années, c'est chapeau. C'est vraiment chapeau d'avoir réussi à remettre ça en marche. Après 2 générations de programmeurs et de développeurs, chapeau. Moi, je trouve ça, c'est assez bluffant. Et quand on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui, de temps en temps, avec des ordinateurs infiniment plus complexes, soyons très clairs, et que du coup, il n'y a plus personne pour réparer. Enfin, il y a un décalage. La ligne du temps informatique est un peu distordue. Je sais pas comment dire. On n'a même plus le modem pour appeler un vieux serveur. Eux, ils ont dû maintenir et conserver toutes ces technologies des années 70 pour continuer à communiquer avec la sonde. Il y a des choses comme ça. Voilà. Ouais. Et en parlant de délai, il faut savoir que Voyager 1, je lis là qu'il est à 23,5 milliards de kilomètres de la Terre. Il y a 2 heures de route à la vitesse de la lumière pour y aller et 2 heures pour revenir. Ça veut dire que quelqu'un qui essaye de modifier la programmation de l'ordinateur, il tape une touche et il a la réponse 4 heures après. Même pas une commande. Enfin, il ne programme même pas. Dire ces 2 points, ça lui prend 2 plombes. Il peut partir déjeuner quand il reviendra, il saura ce qu'il y a sur le disque. Mais c'est des choses. Oui, c'est vraiment de l'art. Oui, c'est de l'art, effectivement. À ce niveau-là, c'est de l'art. J'espère que dans 50 ans, on sera capable de dépanner non seulement ce type de technologie, si elle fonctionne encore, mais les technologies d'aujourd'hui. J'ai un petit doute, moi, sur cette question-là. Mais voilà, on verra peut-être. Ou pas. On ne verra pas. Je pense pas. donc voilà. On a fait le point sur cette news effectivement plutôt rigolote, en marge de ce qu'on disait justement par rapport à l'actualité de la NASA. On passe à la lettre N comme Neo Oculus, un nouvel Oculus, David. C'est aussi dans l'actualité. C'est le prochain casque VR de Meta, donc de Facebook. J'y mets des guillemets là aussi, qui va arriver en octobre, nous dit-on. C'est bien ça. Donc c'est le projet qui s'appelle Meta Cambria, qui devrait sortir en octobre. Donc c'est un casque qui va être nettement plus avancé technologiquement que l'Oculus Quest 2, enfin le Meta Quest 2, vu que le nom a officiellement changé. Mais ce n'est pas un remplacement pour le Quest 2, c'est plutôt un Quest Pro. Et donc il va être équipé de systèmes hybrides de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Donc non seulement avoir un casque de VR, mais également de pouvoir utiliser l'image des caméras. Ça existe déjà aujourd'hui sur le Quest 2, mais bon, l'image est en noir et blanc d'assez mauvaise qualité. Mais là, ça va être apparemment en haute définition en couleur et pouvoir vraiment avoir des applications assez nouvelles. Ils ont également une technologie de eye tracking, donc pour suivre le mouvement des yeux et savoir ce qu'on regarde, de face tracking, donc de suivre le mouvement du visage, tout ça pour avoir des avatars qui sont plus réalistes. Donc l'avatar, c'est le petit personnage virtuel dans l'univers 3D, de pouvoir avoir le visage qui bouge, la bouche qui bouge, comme on le fait, et de pouvoir également avoir les yeux qui bougent comme on le fait. Maintenant, cette technologie de tracking des yeux pose aussi un problème de sécurité parce que ça veut dire qu'ils vont savoir ce qu'on regarde.
Donc non seulement ils savent déjà tout ce qu'on fait, ils vont déjà avoir ils vont avoir une image 3D de notre environnement, de notre maison, mais également si on utilise le casque et qu'on regarde un site web ou quoi, ils savent ce qu'on regarde, ils savent ce qui attire notre attention, et donc ça va être encore un outil supplémentaire pour faire du profiling, pour pouvoir matraquer les gens de publicité. J'en parlais. Pas uniquement, je veux dire, on peut aussi imaginer, parce que ça, le eye tracking, c'est pas neuf, hein, on s'en sert déjà on s'en est beaucoup servi en design web pour fabriquer des pages web attrayantes et avec des outils en rajoutant une petite couche de user experience au-dessus pour voir, voilà, les gens ont plutôt tendance à cliquer là parce qu'ils regardent là, etc., etc. Ça peut être aussi un sujet d'étude, c'est ça que je veux dire, et pas uniquement orienté business. Mais la finalité. Mais c'est est peut-être différente. Ces études au niveau graphique ont été faites avec un échantillon de personnes. Ce ne sont pas des caméras sur chaque ordinateur qui espionnent tout le monde. Ici, tout le monde va être espionné, et donc évidemment, il y a tout un consentement à donner, mais si on n'accepte pas tous leurs termes, on ne peut pas utiliser le casque. Et de toute façon, il y a toujours une clause qui dit qu'ils peuvent changer les règles du jeu du jour au lendemain sans préavis. Donc voilà, on utilise le casque. On sait qu'on va être espionné de toutes les manières possibles. J'en parlais il y a pas très longtemps parce que je pense que c'était il y a 2 ou 3 podcasts que j'ai parlé des lunettes de réalité virtuelle toutes fines, et je parlais des technologies de lentilles. Ici apparemment ils vont utiliser les pancake lens, donc les lentilles en pancake qui vont permettre au casque d'être beaucoup plus léger, pas aussi léger que les lunettes, mais beaucoup plus léger. Ok. Et le prix annoncé serait dans les $800 contre 400 pour l'Oculus Quest. Donc ce n'est pas un remplacement du Quest 2. Non, ça va plutôt être une version plus chère et mieux. Voilà. C'est l'évolution des choses, hein. Dans ces objets technologiques, c'est toujours mieux, hein. Ça, on sort rarement un produit moins bon que le précédent. Ou alors on le fait à un prix défiant toute concurrence, et à ce moment-là, on se retrouve dans la rubrique arnaque de David. Voilà, tout est possible dans ce genre de truc. Ok, donc suivre, comme on a l'habitude de dire, et nous on passe à la lettre P comme pompe. En lisant le titre, parce que moi je l'ai vu, hein, et vous pouvez, si vous avez l'image, le lire à l'écran également, j'ai cru que ça aurait pu être à la lettre W comme oui mais non. Vous le savez, de temps en temps on termine nos épisodes par une information improbable qu'on appelle oui mais non, qui est technologique certes mais improbable, mais technologique certes mais improbable. Non, ici manifestement notre ami Sébastien n'a pas voulu mettre cette news en oui mais non, donc ça reste quand même quelque chose de voilà, je vous le dis. Non, c'est assez sérieux. Oui, quand on met une station d'essence en orbite. Voilà. Oui, on va parler de l'augmentation du prix du carburant, mon bon monsieur. Oui, c'est ça. Imaginez votre plein d'essence à $20 millions, 20 millions d'euros. Ouais. C'est le prix que ça va vous coûter avec cette nouvelle station d'essence qui devrait être en orbite pour 2025. Qu'est-ce que c'est ? C'est une start-up qui adresse un problème réel. C'est le problème des satellites qui tombent à court de fuel. De fuel au sens large du mot fuel, de carburant, on va dire. Parce qu'évidemment, c'est pas le diesel du tracteur de bon papa qu'on met dans les satellites, mais de carburant. Et ils disent qu'il y a des dizaines de satellites qui retombent dans l'atmosphère tous les ans parce qu'ils sont à court de carburant. Ce sont des milliards qui sont dépensés, plus les débris, etc. Et donc leur solution pour ce problème-là aujourd'hui, mais également ils ont une vision très long terme sur l'homme qui habite dans des stations internationales, spatiales, de façon permanente, des voyages réguliers vers la Lune, etc. Il y aura à un moment besoin de faire du refuel dans l'espace, et donc eux, ils veulent mettre un satellite station-service en orbite géostationnaire à 300 km de la Terre, pour que d'autres satellites puissent y manœuvrer, y aller, s'y accrocher, comme le ravitaillement en vol des avions militaires qu'on voit déjà. Hein. Ouais. L'idée est exactement la même, aller plugger un réceptacle mâle dans un réceptacle femelle et transférer du carburant par la même occasion. 100 kilos de hydrazine, ne me demandez pas ce que c'est que de l'hydrazine, à chaque fois, pour la modique somme donc de $20 millions. La start-up s'appelle Orbit Fab, elle a déjà construit des objets qui sont partis dans l'espace,
Ils ont notamment ramené de l'eau à la Station Spatiale Internationale il n'y a pas trop longtemps. Donc c'est pas des rigolos. Ils sont financés, quand on va sur leur page web, par des tas de groupes d'investissement plus ou moins connus. Celui que je connais, c'est Lockheed Martin, qui est un groupe aérospace de fabricants d'avions et de fusées et de matériel militaire bien connu aux États-Unis. Il y a d'autres investisseurs qui sont là aussi. Donc c'est une vraie news, c'est très sérieux, ils y travaillent. Et donc cette idée, c'est d'aller faire ce ravitaillement en vol pour le satellite. Alors ils expliquent sur leur site web des tas de choses amusantes. J'ai été voir les vidéos cet après-midi en présentant. D'abord, le premier problème, c'est où est-ce qu'on met ce ravitailleur? Est-ce qu'on le met en orbite basse, mais donc il tourne tout le temps? Mais alors comment est-ce qu'on va le rejoindre s'il tourne tout le temps par rapport à la Terre? Ou est-ce qu'on le met en orbite très haute, en géostationnaire, à un point fixe? Au moins on sait où il faut aller. C'est plus facile pour Waze, je suppose, de l'amener. À cette orbite-là. Comment est-ce que les satellites vont aller là-bas? Comment est-ce qu'on va refueler la station espace? Il n'y a pas le camion-service qui vient rapporter du diesel non plus. Donc, ils imaginent des cargos qui sont capables de ramener, de réapprovisionner la station service également. Et puis, ils sont en train de travailler aussi sur ce système d'accouplage qui permettra de transférer le carburant de l'un à l'autre. Alors, ils montrent dans une vidéo sur le site web, ils travaillent avec des maquettes, c'est pour simuler la pesanteur et les manœuvres en apesanteur. Ils travaillent avec un plan parfaitement lisse à l'horizontale en marbre et ils mettent leurs maquettes sur des mini coussins d'air de manière, vous savez, c'est un peu comme quand on joue au tac, enfin ce que moi j'appelle le tac-tac, les trucs avec des palets sur coussins d'air, tchac. Et donc, il y a pas de frottement avec la table et leur maquette se propulse uniquement à l'aide de petits moteurs, avec les effets d'inertie qu'on peut imaginer dans l'espace aussi. Une fois qu'on a donné une impulsion, le truc continue. Et donc, ils testent leur logiciel comme ça pour calculer les trajectoires et simuler je sais pas comment on peut dire, les accroches entre la station-service et le véhicule à remplacer. Il y a plein de vidéos amusantes sur leur site web, allez voir si vous avez le temps. Je trouvais ça voilà, ils ont une vision du futur où l'homme est de façon permanente dans l'espace et où le refuel sera un besoin. Et ils approchent cette vision-là avec une approche plus pragmatique aujourd'hui en disant on va commencer par refueler les satellites, mais clairement ils pensent beaucoup plus loin que ça. Pour les plus chimistes d'entre vous, l'hydrazine, c'est N2H4. De test, s'il vous plaît. Donc, voilà, j'en fabrique tous les jours dans ma cuisine. Comme ça, il doit y avoir de l'hydrogène dans cette affaire. Mais j'étais nul en chimie, donc voilà. Mais moi, je trouve ça plutôt... Enfin, alors, de nouveau, on pourrait imaginer ça dans un film de science-fiction, mais on y est, en fait. C'est ce qu'on appelait avant de la science-fiction. Là, c'est même pas drôle. Ça me paraît tellement évident, cette histoire-là. Voilà. Mais j'attends de voir, mais ça m'étonnerait pas. Voilà, ça m'étonne plus. Je me pose quand même pas mal de questions parce que d'un côté, quand on voit par exemple rien que pour Starlink, pour donner un exemple, le nombre de satellites qu'ils ont, s'il faut les refueler tous, il faut pas une station essence. Enfin, il faut pas une station de carburant, il en faut 1000. Oui. Et s'ils sont en orbite basse, il leur faut beaucoup d'énergie, ou alors elles doivent se refueler les unes et les autres. C'est surtout ça. Si vous y connaissez en espace, expliquez-moi. Je sais pas pour vous, c'est pour nos auditeurs que je pose la question. Oui. C'est si un satellite est en orbite basse, est-ce que techniquement il peut aller à 300 km d'altitude pour aller chercher une orbite géostationnaire? À mon avis, non. A priori, il n'a pas été géostationnaire, c'est 36 000 km. Oui, c'est ça, 36 000. Oui. Ici, il parle de 300 km, ce qui me semblait aussi bizarre pour du 300 km, c'est l'orbite basse. Géostationnaire, c'est 36 000 km. Et donc, ça demande beaucoup d'énergie pour aller jusque-là. Ou alors, c'est la station qui doit venir au satellite. Donc, à mon avis, c'est aussi pour des satellites de plus grande taille que celui dont on parlait à l'instant. Des petits satellites. Voilà, ça me paraît... Voilà. Personnellement, si vous avez des informations, très honnêtement... Expliquez-nous comment ça marche. Expliquez ça, pas qu'à nous, à l'ensemble de la communauté des technos, en commentaire. Ça sera évidemment bienvenu. Voilà, hydrazine, maintenant, vous savez... on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, effectivement. Et c'est avec ce sujet que nous terminons cet épisode, ce premier épisode de la saison 9 déjà des technos. Là aussi, ça ne nous rajeunit pas, il faut bien le dire. Que vous continuez à consommer en podcast audio, comme
la majorité d'entre vous bien sûr, que de temps en temps vous venez regarder sur YouTube, que vous pouvez aussi avoir en podcast vidéo, hein, je tiens à le rappeler, puisque sur Apple Podcast vous avez également la possibilité d'avoir accès au podcast vidéo. Je le dis pour ceux qui ont des Apple TV et qui peuvent comme ça regarder sur leur télévision éventuellement, c'est le cas aussi d'ailleurs avec YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux, hein, comme toujours, Facebook, Twitter, Instagram, aussi de temps en temps on publie des choses. Vous aurez aussi des liens peut-être de temps en temps comme ça avec les comptes Twitter par exemple de nos chroniqueurs quand ils y sont. C'est le cas je pense de Sébastien, toi tu postes de temps en temps et tu likes aussi des posts des technos, donc vous pouvez vous adresser comme ça directement aux différents chroniqueurs. Tiens, si vous le voulez bien, je vous proposerais bien de terminer cet épisode avec une citation. Par exemple, l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Et c'est signé Oscar Wilde. Je vous propose de méditer sur cette citation. Et je remercie du coup notre ami Sébastien ainsi que David. On va se retrouver bien vite pour un bonus très très rapidement. N'hésitez pas, je le disais, à commenter cet épisode. On se dit à très bientôt. Salut et bonne rentrée à tous.